Bonsoir, bonsoir, cour royale princesse Bateke. Bienvenue à Boabakari, à Boabatega, à Boulabé. Notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, c'est le live donc de notre cour royale princesse Bateke. De Boabakari, à Boabatega, à Boulabé. La cour, Ombila. Bienvenue au cour royal princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, Mandigabe. Bienvenue au cour royal princesse Bateke. Abou Abakari la cour. La cour. Donc toujours Brebentia folklore à Brebe, Wakal Bateke. Marcella Brebe, donc dans notre cour royal princesse Bateke. Adeline, princesse Bateke depuis Lyon, heureuse de vous retrouver ce soir à notre rendez-vous hebdomadaire. La belle, la cour, gong, mito. Toujours au son de notre folklore, Nkowangaïmpio, le roi de la cour de notre royaume Bateke. Onko, Ngaimpio. Bienvenue à Boabakari, la cour. Bienvenue. Je suis toujours honorée de vous recevoir, la Velabé à Boabakari. Bienvenue. La cour. Je suis honorée de vous recevoir pour notre 11e live. Bienvenue à vous au cour royal princesse Bateke, Amboulabé à Boabakari, Amboulabé, les princesses et les reines Teke. Et les rois et les princes également nous ont rejoints. Donc, bienvenue à vous, la Koura, Abou Abakari, Abou Abakari. Koura, princesse Bateke, Mboué, Blebe Bakari, Maobe Sine Blebe, Maobe Sine Njula Blebe. La Tchel Aboura, la Kaba, la Tchel Aboura. Ndare Mitongo, Gongo, bienvenue à vous. Amboulabe. Donc, toujours au son de notre folklore. Et ce soir, spécialement, un chant qui honore notre roi Ngampio. Onko Ngampio. Bienvenue la cour, bienvenue à vous. Quelques instants, nous attendons en fait que l'ensemble de nos reines et nos princesses se connectent. Donc pendant ce temps, je vous reçois toujours dans notre folklore Teke avec le son spécial ce soir de Onko Ngampio. Onko Ngampio, c'est le roi de la cour de notre royaume Teke. Bienvenue à vous. Bienvenue. Donc mes salutations à notre reine Emeline Donna. Bienvenue à toi, mon prince, mon roi, Fridolin Odunga. Ambula Wetara. Donc, notre roi, Fridolin Odunga, bienvenue à toi, le roi Teke. Et tu es, voilà, nous sommes honorés de te recevoir dans notre cour, voilà. La cour des reines et des princesses Teke. La Belabé. Badara Kourabe, donc Ngunge Mito, Indari Yabri Akari, Nabiso Tumanyanga, Nambara Kourabe. Mokoko, le roi Mokoko, donc Fridolin, bienvenue à toi, Ondunga. Envoie Teke. Bonsoir à notre reine, ma mère Ngourame, Djouzon Damboura, la reine Amboula Ngourame. Bienvenue à toi, au cour royal princesse Bateke. Donc, Abou Abakar et la Tchel Aboura, bienvenue à toi également, ma reine Clarisse, depuis Montpellier, la Tchel Aboura, Ngongo, Atalamito. Un coucou à chaque fois pour que Mimbigue. Donc, Tristan Anderson, Titala Anderson, notre prince Ambulawe de la Vela notre royaume Teke est célébré, notre royaume Teke est célébré de par cette page. Donc bienvenue à vous la cour, Ombilangongo, Atala Mitola, Tchola Boura.
La tu la boura, ombi, la tu maki, me blabla du moins. Là, c'est Esma B. Là, c'est Esma va balam pour va akura kala. La coura, toujours au son de notre folklore teke. Voilà, je nous reçois. Et donc, nous avons passé il y a quelques instants l'hymne de la cour royale, donc de notre royaume Ngampio. Ngampio, c'est le roi actuel donc, de la cour de la cour royale Teke. Bienvenue à vous la cour. Donc, bienvenue à ma reine Marie-Clarisse Abradi. Bienvenue à toi. Fidèle au poste, la kaba, partagez. Donc, nous allons continuer donc toujours dans notre folklore. Hein. Le folklore Teke, c'est vraiment nous rebooster, nous réapproprier notre identité, nous réapproprier comme ça notre culture. Donc, Abou Alakura. Mes salutations. Donc, là, il va y avoir. Elle n'est pas belle, la femme Teke. La femme Teke, c'est une femme noble. La femme Teke, c'est une femme majestueuse. Nous sommes des reines, nous sommes des princesses. Alors, franchement, nous allons vraiment célébrer et nous allons encore, féliciter notre cour, notre royaume. Nous sommes fiers, nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple vraiment à magnifier. Oui, magnifions-nous. Boura bras cabra yura o yuro manku braba tege barban pari braba tege kasma reze barba fin glate I barba lingam pari barba lingawama braba ngangele braba ngawama braba ngampari. Oui, nous sommes là, nous sommes les princesses, nous sommes les reines. Omanku abon pindurma omanku awama c'est abura ba yuriwe. Donc magnifions notre royaume, magnifions notre peuple, magnifions notre culture, magnifions notre héritage. Fière d'être Teke, fière d'être princesse. Donc princesse Bateke, princesse Adim, Mambiabe, la Dulabe Layabe, Mokroak, Wombela Dulabe. Donc j'adresse mes salutations encore à notre reine, notre merveilleuse et bien-aimée, bienvenue au cour royal, princesse Bateke, toujours fidèle à notre rendez-vous. Je suis honorée. La Dulabe. La cour, la tue la boua. La yoyo. La cour, encore 5 minutes et nous allons enclencher notre live, le 11e live donc du cour royal princesse Bateke. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement. Ici, et télé, il me valera une chini. Donc, okoke, katoleto. Bienvenue à toi, ma reine Lunel Okulame Ambulawe. La reine est toujours fidèle à son rendez-vous. Merci, honorée toujours de te recevoir, ma grande. Merci, ma reine Lunel Okuyi. Et également notre roi Musunda Dalabelawe, le roi est toujours fidèle à son poste également au rendez-vous du cour royal princesse Bateke. Je suis honorée et reçois encore notre déclinaison cour royal princesse Bateke te déroule ton tapis rouge, le roi Musunda. Bienvenue au cour royal princesse Bateke. La kabala, tu es la bourra. Alors nous allons déclencher le live autour de 10-15 personnes connectées. La bourra. Ndare mettons un peu de relaxation avant de là, le cri des princesses, voilà. La barre monte également, voilà. Nous sommes, 10 en 11, parfait. Encore un petit peu. C'est important en fait de partager. Pourquoi? Parce que nous avons des sœurs, nous avons des enfants, nous avons nos jeunes qui ont besoin
de se réapproprier leur histoire. Nous avons nos enfants qui ont besoin d'être informés sur ces notions-là. Nous avons, enfin, les enfants ont besoin de ces informations-là. Et pour les sœurs, pour les frères, pour les cousins, cousines qui n'ont pas encore connaissance de la page Cour Royale Princesse Batéké, c'est l'occasion de partager. Partager, en fait, ce n'est même pas vous inciter à faire de la publicité, mais c'est partager pour que le plus grand nombre soit informé et que le plus grand nombre se réapproprie son identité et se réapproprie sa culture pour pouvoir affronter le monde moderne, pour pouvoir affronter la civilisation. Voilà, la koala, gongo, atala mito. C'est notre folklore. Imprégnons-nous. Et donc le thème de ce soir, c'est le cri royal, les reines, les princesses, Amboula Bella Koura la Koura. Oh mon, bella tu es la boura. Bouelle, mborija, la tu es la boura, la ya. Ombila. Bienvenue aux princesses, aux reines, aux princes, aux rois Téké. Mes salutations depuis le Gabon, mes salutations depuis le Congo-Brazza, mes salutations depuis Kinshasa, mes salutations depuis la RDC. C'est vraiment là l'étendue où notre royaume a brillé. C'est sur cette étendue que notre royaume a excellé. C'est sur cette étendue que notre royaume a connu son apothéose en fait, voilà. Donc nous célébrons toujours notre royaume, nous célébrons notre peuple. Téké, nous sommes fiers, Téké, nous sommes dignes et nous avançons comme ça dans la civilisation ensemble pour créer des maillons faibles, des maillons forts. Pour ne pas être un maillon faible, il faut d'abord se réapproprier son identité, il faut se réapproprier son histoire pour être un maillon fort et ne plus paraître comme maillon faible. Voilà, donc nous allons sur ce baisser un petit peu la musique. Voilà, nous avons bien, voilà. Blabela mikina, blabela misira. Donc, esma bébé abeya. Donc, au cours walou à blabé, et thème, le thème de ce soir, donc c'est la femme Téké dans la société traditionnelle. Bienvenue à vous, honorée, Princesse Batéké, toujours honorée de vous recevoir, toujours émue que vous soyez présente pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, Mimbigibé, la vela bé. Donc là, m'a dit ça, la musique, donc nous allons comme ça enchaîner notre thème de ce soir. La femme Téké dans la société traditionnelle. Alors le live est toujours scindé en deux phases, donc en deux parties. Nous avons la première partie, un regard, donc c'est le regard en fait sur la position hiérarchique de la femme Téké. Donc ce sera la première phase. Et la seconde phase, nous allons aborder comment est-ce que la femme Téké va s'émouvoir dans le groupe. Voilà, donc la femme Téké, nous allons d'abord faire un regard sur sa position hiérarchique. Ensuite, nous allons voir comment elle peut s'émouvoir dans la société et dans le groupe. Bienvenue à vous, Abou Abakar, Abou Abatéké. C'est très joli. Merci, Mbourame Okula, mes merveilleuses bien-aimées. Voilà, merci. C'est votre fille, c'est votre princesse Adeline, princesse Batéké depuis Lyon. Mambigabe, la Vela Bella Kourabe, la Kabala Kaba, partager le live afin de pouvoir édifier nos enfants, nos nièces, nos cousines qui n'ont pas connaissance de notre page. Alors, encore un petit aperçu, un petit rappel. Notre cours Royale Princesse Batéké est un forum en fait. Nous sommes ici pour pouvoir transmettre. Nous avons un devoir en fait le relais. Nous avons un devoir de mémoire. Donc la mémoire pour pouvoir en fait répertorier nos us et coutumes
la mémoire pour en fait, voilà, retrouver en fait notre noblesse, oui, parce que nous sommes quand même issus d'un royaume, donc la noblesse des Téké, pour en fait faire valoir en fait qui nous sommes. Nous sommes des personnes vraiment de valeur. Donc il faut vraiment pas rougir et pâlir, se dire nous ne sommes rien, non. C'est vraiment avancer dans la société, avancer dans le monde moderne, avancer dans la civilisation. Pour faire tous pour franchir ces étapes-là, il est bon de se connaître et voir et reconnaître sa valeur. Parce que si tu n'as pas ces notions-là, en fait, c'est la mondialisation qui fera ton éducation. Or, pour comment dire, embrasser d'autres civilisations, il faut d'abord avoir en fait une solidité, une base. Et donc la base doit se construire sur notre héritage, la base doit se construire sur notre culture. Donc nous sommes ici pour valoriser notre culture, nous sommes ici pour voilà transmettre, faire le relais, passer le flambeau à la nouvelle génération qui sera la génération des Téké des années 2030, 2040, 2050 et pourquoi pas 2100 et 2200. Que le Téké ne soit pas un peuple que les personnes après nous viendront à parler au passé, mais que ce soit toujours un peuple d'actualité. Donc nous avons ce devoir-là de transmettre, nous avons ce devoir-là de galvaniser en fait notre héritage. Nous avons reçu l'héritage. Nous sommes en fait la génération actuelle parce que nous sommes forts grâce à nos parents qui nous ont transmis le relais. Alors nous n'allons pas faire taire le relais, nous n'allons pas, comment dire, être égoïstes et garder en fait ces connaissances pour nous. Il faut qu'à notre tour, nous puissions également transmettre le relais à la nouvelle génération qui sera appelée à être les Téké de l'avenir. Donc nos enfants, nos petits-enfants, nos nièces cousines sont appelés à être la société Téké ou la civilisation Téké du futur. Donc c'est notre responsabilité, d'où le devoir de mémoire. Donc nous allons avancer dans notre live. Merci d'honorer, merci d'être là. Nombreux et nombreuses, merci la Velabé. Donc, par rapport aux recherches, par rapport à ce que nous avons, ce que j'ai pu tirer d'ici et là, la femme Téké en fait est considérée par son peuple. La femme Téké n'est pas jetée en pâture. Même si en fait on veut faire comprendre que la femme Téké n'est rien, la femme Téké n'a pas assez de substance pour pouvoir, comment dire, guider ou alors apporter sa pierre à l'édifice. Non, nos ancêtres nous ont démontré vraiment à plusieurs niveaux que la femme Téké était importante. La femme Téké est le pilier même. La femme Téké est le pilier du peuple Téké. La femme Téké est vraiment la base de la famille. Donc nous avons vraiment tout. Nous avons une responsabilité et nous avons toutes les cartes en main. Alors puisque nous avons ces cartes en main, il faut vraiment les mettre en mouvement. Il faut les faire valoir. Les faire valoir, en fait, c'est pas une notion de revendication. Non, nous ne sommes pas dans la revendication. Nous ne nous inscrivons pas dans la revendication, mais nous sommes là pour transmettre. Nous savons que le berceau, enfin l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et la femme Téké, dans un second plan, c'est la femme qui transmet en fait les connaissances, c'est la femme qui éduque l'enfant, c'est la femme en fait qui transmet les us et coutumes. Pourquoi? Parce que l'homme, il était affairé en fait dans le hangar pour en fait gérer tout ce qui avait trait à la société. Et nous les femmes, nous avons ce devoir-là. Donc nous avons ce devoir-là. Ce devoir est vraiment le nôtre. Donc n'allons pas louper notre responsabilité. Nos grands-mères, nos mamans ont vraiment su nous transmettre à nous aujourd'hui la responsabilité de le faire auprès de nos enfants. C'est vraiment important et je dirais même l'heure est grave. Si nos enfants ne pourront pas un jour reparler la langue, ne pourront pas retransmettre les cultures à leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, ben ce sera de notre faute, femmes et génération actuelle. Ce sera de notre faute. Donc, pour pallier à cela, voilà, je vous invite
à travers ce canal, de nous retrouver, répertorier comme ça nos connaissances et que les enfants qui sont également présents et connectés sur le site et sur le forum Princesse Bateke reprennent ces notions-là, s'imprègnent et puissent avancer avec la connaissance de leur héritage culturel et identitaire Teke. Voilà. Donc la femme Teke était considérée par son peuple. La femme Teke était en fait l'épouse. Si on devait faire, lorsqu'on regarde un petit peu au niveau hiérarchique dans la société, elle était considérée par qui? Considérée par la société, donc les hommes, les femmes, les tantes. En fait, la femme fait référence à l'épouse, la femme fait référence à la sœur, la femme fait référence à la mère. C'est vraiment en fait sa place hiérarchique dans la société Teke. Donc de ce regard en fait, l'homme, ce n'est pas en fait ici, je m'excuse, je prends quelque part, j'ouvre une certaine parenthèse, mes chers rois, mes chères reines, enfin mes chers princes et rois, je ne suis pas en train de jeter l'anathème, je ne suis pas en train de dire que la femme est dans la revendication, non. Mais la femme doit se remettre à sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui manquent en fait à ce devoir-là. Donc il faut faire l'histoire, il faut essayer de faire un petit peu le vécu, comment est-ce que nos ancêtres ont traversé le temps, comment est-ce qu'ils ont traversé les époques et les générations. Donc ce que nous allons aborder ici n'est nullement en fait une tribune d'accusation. Voilà, nous ne sommes pas sur une tribune d'accusation, mais nous sommes en fait dans le relais des connaissances, le relais des us et coutumes de la femme Teke, proprement dit traditionnelle. Voilà, donc ce que je vais vraiment exposer va en fait dans les connaissances pour que la jeune fille Teke puisse s'imprégner et apprécier pourquoi certaines choses lui sont peut-être interdites ou certaines choses lui sont recommandées. Donc il faut d'abord comprendre toute cette base pour pouvoir assimiler et accepter et puis avancer avec la connaissance. Donc je ne suis pas en train de faire un procès contre les hommes, vraiment pas du tout. Alors je vais avancer donc, considérant la femme Teke comme épouse et mère et sœur, l'homme avait la connaissance en fait que la femme avait un certain pouvoir. Et l'homme a toujours regardé la femme avec un certain mystère. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à percer le mystère de la femme, globalement dit. Peu importe les cultures, peu importe la civilisation. La femme reste un mystère entier, reste une énigme en fait que l'homme n'arrive pas à traduire ou alors l'homme n'arrive pas à percer. Rien que sur le regard de la menstruation de la femme, l'homme craint en fait cet élément-là. Pourquoi? Parce que l'homme en fait, de la menstruation, il a la connaissance et la compréhension que via la menstruation de la femme, il y a tellement d'étapes et d'éléments qui sont en fait, qui s'engrangent et qui se multiplient et qui se juxtaposent. Et l'homme en fait est quelque part fébrile. Voilà, l'homme est fébrile face à cette notion-là. Et donc il a toujours en fait regardé la femme avec un certain mystère, avec une certaine pensée énigmatique. Oui, nous sommes la femme est une entité énigmatique sur le plan général, hein, sur toutes les civilisations. Là, aujourd'hui, je vais vraiment me référer à notre culture Teke, à notre tradition. Donc, les hommes Teke ont toujours regardé la femme avec ce regard craintif. Mais ce n'est pas tant la crainte de se dire « elle sera plus forte que moi », mais c'est sur ce plan-là que comment une femme a des menstrues et via ces menstrues, il y a une déclinaison ou alors il y a une suite logique qui amène la procréation et la procréation, il y a donc une continuité ou une prolongation de elle et moi, et de elle et moi vient également l'enfantement. Tout ceci englobe en fait le mystère de la femme que l'homme n'a toujours pas pu découvrir ou percer. Donc nous sommes en fait énigmatiques, nous sommes un mystère entier pour l'homme.
Voilà pourquoi l'homme, quelque part, à la base, sur le plan sociétal, il respecte la femme. Parce que la femme est sa sœur, la femme est son épouse, la femme est sa mère. Et cette mère qui est, de par sa menstrue, donne naissance à un enfant, enfin, porte d'abord l'enfant, et de l'enfant, il y a la naissance. Et toutes ces choses, en fait, l'homme ne peut pas se l'expliquer. Et puisqu'il ne peut pas s'expliquer, en fait, il se dit, la femme a certainement un lien fort avec la mère nature. La mère nature qui est vraiment celle qui régit et celle qui, en fait, qui crée l'univers. Donc, nous, la femme, en fait, l'homme nous assimile à la mère créatrice. Créatrice de l'univers. Parce que de la femme, en fait, il y a la naissance de l'homme et la femme. Et donc, il nous reconnaît ce pouvoir mystérieux. Ce n'est pas mystérieux sur le sens rituel, mais c'est sur cette force, en fait, de l'univers que la femme a cette force d'enfanter, la femme a cette force de procréer, la femme a cette force de porter une vie en son sein. Donc, l'homme nous doit quelque part un respect rien que sur ce point-là. Et il n'arrive pas aujourd'hui à percer cet élément. C'est notre force, c'est notre pouvoir. Voilà. Donc, la femme est respectée dans la société Téké. La femme est respectée, elle a sa place entière et intégrale sur ce point-là. La conception et effectivement la naissance, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du commun ou ne sont pas à la portée de l'homme. L'homme, c'est vrai qu'il va porter quelque part la sémence, mais hormis la sémence, qui porte toute cette connaissance, qui porte tout ce mystère, c'est la femme. Donc l'homme, il voue un certain respect, mais très très haut. La femme doit reconnaître, elle doit prendre connaissance et conscience de cette valeur-là. La femme qui n'a pas cette connaissance, en fait, elle sera anxieuse, elle sera peut-être, elle va douter de son pouvoir, elle va douter comme ça de qui elle est. Mais femmes, nous sommes en fait un mystère entier. Allons jouir de notre mystère, allons jouir de notre énigme. Oui, l'homme nous doit respect, l'homme reconnaît notre place dans la société. Et il nous l'a donné, il nous l'a longtemps donné, il a toujours su mettre la femme au devant, il a su mettre la femme en valeur. Et donc pourquoi aujourd'hui la femme Téké du 21e siècle veut toujours se mettre en marge de la société? Pourquoi la femme Téké du 21e siècle veut se mettre en marge de ses responsabilités? L'homme ne nous a jamais mis de côté, l'homme ne nous a jamais écarté des décisions. Mais c'est nous-mêmes en fait, puisque tu ne peux pas faire valoir ou tu ne sais pas faire valoir tes connaissances ou tu ne sais pas faire valoir ton pouvoir, ben quelque part l'autre il va s'émouvoir et il va occuper la place qui est la tienne. Donc allons comme ça occuper notre place, chère princesse, chère reine. Notre place de femme Téké est vide. Notre place de femme Téké est à l'abandon. Notre place de femme Téké est vraiment aux oubliettes. Nous avons évolué, nos grands-pères, nos grands-mères, nos ancêtres ont évolué avec des notions. Allons nous réapproprier des notions. La notion de la femme Téké. La femme Téké était en fait une femme de grande valeur. C'est une femme de grande valeur, c'est une femme recherchée. Une femme qui avait comme ça un respect pour elle-même et elle imposait le respect de l'autre en fait. Et aujourd'hui, en fait, ces notions-là sont perdues, ces notions sont oubliées. Et nous sommes en train aujourd'hui de revendiquer. Si on avait vraiment connaissance, si nous reprenons notre place, nous ne serons plus là à revendiquer auprès de qui que ce soit notre place. Nous devons tout simplement intégrer et reprendre notre place dans la société. Donc, Abou Abeba Kare, Abou Abeba Tege, Kala ligi kambua kala, okaro tege ligi okaro ampali. Eli mbula bala ligi kakese okaro tege, boli kakese okaro nga ligi, mais sima ke okaro nga sima kankini mama, parce que kali ye brabe akare, nti okaro me baranchu, kapa okaro nchu nga, ngula nchu, yumi nda na melu yumi, ngula nga yumi le yele, ngula nga nda mena nda kula. Lela kulandenga lela burande mwana esima bia juri nga mambula bala esima babra yuande esima limandeke okarankini okara sima ngeni ba asana blo okarni kalugungu okarligi ndaga kumacha ndaga lila
Obalara. Oli mwana akande mwana nde obala akolu mande nda bada ya malanti kolo kolo we ndaka otumaka bia kolo kolo ndaka nkirga mono parce que ligo kare ka olom kiri ma kalim pana bula bala ka mwana obala nda ya bono ngu akolu mi nda ya bono kare parce que le la lo kare anta mo kare afu mo kare le la landi hi osi mi bua mbula bala ndi esima beli monjulo kare wa ndembulu abira yumi ndembulu amononchu ndembulu akula ndembulu asesima donc anjama brebe wa wange esima wa wange yulu wa wange ntie wa wanga anja wa wange esima bijore kampindo kare omfumu bo kare nde ya esima boy ba boy nde manjuro kare donc me wambula bala aka o kare alila mba wele o chame ovekali avait mis en bon au carré avait mis en pas le mot carré pour que parce que la femme teke était crainte par l'homme teke. S'il avait quelque part, comment dire, blessé, ou alors s'il avait vraiment sorti des paroles malencontreuses, que ce soit l'homme qui est son époux ou que ce soit l'homme qui est son fils, un homme teke revenait tout de suite demander pardon à la mère, à la sœur et l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait ce pouvoir mystérieux, ce pouvoir en fait qui est en nous de par la menstruation, de par la procréation et l'enfantement. Il savait qu'une femme détenait quelque part un pouvoir qui lui échappait, qui échappe complètement au contrôle de l'homme. Donc il ne fallait pas faire couler des larmes à une femme, il ne fallait pas susciter des regrets à une femme, il ne fallait pas susciter la colère d'une femme. Raison pour laquelle ils allaient de suite en fait demander retendre l'atmosphère. Il ne fallait pas laisser une femme en fait tecker sur sa colère, il ne fallait pas laisser une femme tecker sur ses regrets ou ses sa colère et son mépris. Pourquoi? Parce que la femme teke avait ce pouvoir en fait de pouvoir sortir soit rien que par la parole, prononcer des paroles qui pourraient amener ou qui pourraient susciter comment on appelle, des échecs sur la vie de l'homme. Que ce soit l'échec social ou alors une malédiction sur le plan sexuel. Donc l'homme reconnaissait en fait intégralement ce pouvoir à la femme. Du fait qu'il venait lui-même, il était descendant en fait de la femme. La femme, nous avons vraiment ce rôle-là. Réapproprions-nous cette identité. Nous sommes la base, nous sommes le pilier de notre peuple. La femme, si tu es vraiment en déclin de ton identité, ou alors si tu commences à douter de ta valeur, reprends ta valeur. Retrouve-toi en toi-même. Retrouve-toi avec ton identité. Retrouve-toi avec ton histoire. Nous sommes ici pour chercher en fait ces éléments-là. Nous sommes ici en fait pour nous rebooster. Une femme qui ne connaît pas sa valeur, elle ne pourra pas faire valoir son respect dans la société, auprès de son mari, auprès de son compagnon, auprès de la société entière en fait. Donc femmes, reconnectons-nous avec nos us et coutumes, reconnectons-nous avec notre histoire, reconnectons-nous avec notre identité. C'est vraiment important. Parce que tu ne peux pas en fait demander un respect que tu ne sais même pas ou tu ne connais même pas de quoi est fait en fait le respect. Ton respect est composé de quel élément? Tu demandes juste un respect, mais le respect de quoi? Il est bon de reconnaître en fait ces notions-là. Il est bon de reconnaître les éléments qui constituent le respect qui t'est dû. Tu ne peux pas demander à un homme de te respecter, mais te respecter sur quelle base? Est-ce qu'il te manque de respect? Est-ce qu'il a des paroles méchantes? Est-ce qu'il ne remplit pas son rôle d'époux? Est-ce qu'il ne remplit pas son rôle de père? Voilà, il y a vraiment des couloirs, il y a tellement d'éléments. Donc il faut reconnaître en fait ce que tu souhaites mettre en avant sur le respect qu'il te faut.
Parce que pour certaines, tu peux avoir un respect, comment dire, physique, mais le respect moral n'y est pas. Donc à ce moment, tu vas certainement demander à ton compagnon, à ton frère ou à ton époux un respect moral parce que même si il apporte le matériel et qu'il te manque un respect matériel, enfin il t'apporte du respect matériel et qu'il te manque un respect moral, quelque part, tu sauras ajuster, te dire, c'est bien beau, tu prends soin de moi, tu prends soin des enfants, tu prends soin de la famille, mais sur le plan moral, tu n'y es pas, alors j'attends de toi ce respect. Voilà, il faut recenser le respect que tu souhaites avoir. Donc, d'une femme à une autre, nous allons peut-être demander des notions variées ou des notions différentes. Une notion différente, autant pour moi. Donc, il faut aller chercher ce que nos grands-mères, ce que nos grandes sœurs, ce que nos tantes ont toujours vécu dans la société Téké. Voilà, c'était donc la première phase de notre live sur le regard de la hiérarchisation de la femme Téké dans son groupe. Voilà, donc winda ma brebela te que non kaligim bulakala li okar li akese li mesima. La li sande simende kala ke obala kaya ka buno konde okar wa yen chungulanchu nde ngai yumle minwande yumla menangi nwande yume nda mpa mwana nda kula mwana nda mna kula mwana mbulwa ele wa ako kare ako balaga doga ligi balaga ligi ngo bo kare ba ligi nyimo kare mama parce que esima ba wangi barakala ba wangi njami ndaga ya okuwa njami bila brebe ba kare c'est que kasima brebe ka ela ka njami il se crée entre la mère nature, créatrice de l'univers, et la femme. C'est vraiment notre notion que la mère nature nous a vraiment dotés de menstruation, dotés de la procréation et de l'enfantement. C'est vraiment un mystère qui nous est propre. Donc il faut vraiment se dire, oui, je détiens un mystère qui m'est propre, je sais vraiment voilà, me positionner et me dire, je suis une personne qui a sa place entièrement dans la société. Voilà. C'est notre première partie qui s'achève sur cette note-là, sur l'énigme même de l'enfantement. Bonsoir à vous, Balakine Baléa, princesse, notre reine Ruth Villeneuve, bienvenue à toi. Donc, fort de ces éléments-là, en fait, l'homme nous a toujours craint, l'homme nous a toujours respecté, l'homme nous a toujours, comment dire, réserver notre place incontestable dans la société. Oui, la femme Téké est incontestable dans la société, elle est incontestable dans la prolongation et dans la lignée même de notre peuple. C'est nous qui allons prolonger, comment dire, la civilisation Téké. C'est la femme Téké qui va comme ça transmettre les connaissances de la langue, qui va comme ça transmettre les notions de notre culture. Donc oui, l'homme sait, il nous reconnaît ça. Il n'a jamais été avare envers nous femmes Téké. L'homme Téké n'a jamais été avare. Alors, tout ce que je suis en train d'avancer ici ne vient pas ou n'émane pas de ma réflexion ou de mes pensées. Je me suis toujours appuyée d'un travail de recherche, des auteurs, des historiens que j'ai toujours voilà, lus et suivis. Je peux vous inviter également et susciter votre curiosité. Nous avons notre historien donc, que je suis vraiment de très près. Donc les sources que j'aborde ici et là, ce sont nos écrivains, ce sont nos chercheurs. Si je m'appuie et si j'avance ces éléments, ce n'est pas que de mon imagination. Ce sont des personnes qui ont fait des recherches. Et je suis en train de relater de ces recherches-là. Ce sont des sources qui ont été, qui ont valu comme ça un travail de fond par nos archéologues, par nos anthropologues, par nos historiens. Et je peux vous citer encore ce soir d'autres historiens, Opiel et Biantsa, qui est vraiment moi ma référence en matière de l'histoire du peuple Téké.
Il a tellement écrit, cet historien, Opiel et Bianca. Vous pouvez retrouver ses ouvrages à l'Harmattan. Donc, c'est vraiment des dires. Je me documente, comme je vous ai toujours dit. Je m'informe. Je m'appuie sur des personnes vraiment qui ont des bases scientifiques et également sur les notions de nos grands-mères, de nos parents et des personnes qui sont vraiment des patriarches, les patriarches de notre société, de notre civilisation Téké. Je ne suis pas en train ici de vous sortir des notions qui viennent de mon imagination. Non. Je m'appuie des recherches des scientifiques, des chercheurs. Donc, ce soir, je peux vous citer une source. Si vous souhaitez également vous documenter, et je vous encourage d'ailleurs, je vous encourage, allons chercher notre histoire, allons nous nourrir, allons nous approprier en fait. La réappropriation de notre histoire, la réappropriation de notre culture, de notre coutume. Allez voir, allez lire. Informez-vous, informons-nous. Donc ce soir, je vous ai donné une source sur donc l'écrivain Opiel et Bianca qui publie à l'Harmattan. Voilà, vous pourrez aller voir sur Internet, chercher ces données-là. Voilà, ce n'est pas des choses qui sortent de mon imagination. C'est vraiment du solide, du sûr et du concret. Voilà, je m'appuie sur ces chercheurs-là, sur ces historiens-là qui ont, qui ont des connaissances très très ancrées sur le plan scientifique et culturel. Voilà, je ferme cette parenthèse et nous allons donc poursuivre. Donc la société Téké est forte de toutes ces notions-là. Blababakare kankini, blababakare kawama, balara imparima mokare, okare c'est imparima balara. Mais à balara blababate bayanji okare kasmare ni ma jula blabelate kafi blabete mbura balara ava ni mokare. Mbula balara va bono kare, mbula balara boya onini bo kare. La femme Téké est une femme d'une très 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 grande valeur. Donc ne vous sous-estimez plus mes sœurs, ne nous sous-estimons plus mes reines, ne nous sous-estimons plus mes princesses. Vous mes filles qui êtes là présentes sur le forum, allez comme ça avec de la vigueur, allez avec de la noblesse. Nous sommes des femmes dignes, nous sommes des femmes nobles. De par l'histoire de la reine Ngalefuru, celle qui a vraiment régné aux côtés de notre roi, le Honko Makoko, le Honko Ngampio. Et encore, bon, je ferme cette parenthèse parce que ce sera l'occasion d'un live prochain. Vous déclinez notre dynastie, la dynastie de notre royaume. Donc aujourd'hui, n'est pas question en fait d'échanger sur la dynastie du peuple Téké. Donc, nous allons continuer sur la deuxième partie. Est-ce que vous aviez des questions sur cette première phase? Manjorabe, qui a une question sur le regard de la femme Téké au niveau hiérarchique? Non, nous sommes la mère, nous sommes l'épouse, nous sommes la sœur dans la société Téké. Wadira Obona. Je vous écoute. Wadira Obona, à vous la parole. Comme je disais, notre live, voilà, c'est toujours en deux phases, la première phase et la seconde. Et nous avons un temps d'échange sur 1h30 de live. Donc, nous avons dit de 19h à 20h30. Voilà, nous sommes en train d'amorcer la seconde phase de notre live. Badira Obobana. Qui souhaite me poser une question, qui souhaite aussi apporter des lumières sur cette première partie du live. À vous la parole. Abou Amebakare, à vous la parole. Quelques instants. Est-ce que cette notion est acquise de toutes et de tous? Manjourabe, à vous la parole. Alors, pas de questions. Nous allons donc poursuivre sur la seconde phase du live.
Donc la deuxième phase, c'est mouvoir dans le groupe. Comment la femme Teke occuper sa place dans la société. Comment la femme Teke occuper sa place dans la société. Donc, c'est mouvoir dans le groupe. Donc, en pays Teke, la femme Teke elle a toujours eu une grande valeur. Hein. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même. Elle a su vraiment se faire respecter. Donc, en pays Teke, la femme Teke, elle avait une grande valeur. Elle a su se faire respecter de tous. Elle donnait le meilleur d'elle-même. Ce qui valait en fait un respect et méritait d'être vraiment adulée par les hommes et les femmes de sa société. Elle devait accomplir en fait des tâches du quotidien. Elle avait la responsabilité de l'éducation des enfants. Elle avait également la responsabilité du bien-être du groupe patrie locale. Donc la semaine dernière, je vous disais, le groupe patrie locale, en fait, c'est le groupe restreint donc, qui est composé du père, la mère et les enfants adolescents, donc les enfants en bas âge. Donc la femme, principalement, avait cette responsabilité-là du bien-être de ce groupe-là. Mais en revanche, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix sur son conjoint. La femme Teke, elle n'avait pas le choix sur son conjoint. Vous allez me dire pourquoi. Elle pouvait tout faire, elle avait vraiment cette importance, elle avait ce grand rôle, cette grande place dans le groupe. Mais lorsqu'il s'agissait de son union, elle ne pouvait pas choisir son conjoint. Ça peut paraître étrange quand même. Une femme qui a le pouvoir, une femme qui est d'une grande valeur, une femme qui sait s'affirmer dans la société. Et quand vient son choix d'époux, elle ne doit pas le faire par elle-même. Pourquoi? Oui, pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que nous sommes une culture, nous sommes en fait une société qui devait en fait s'aligner sur l'ordre établi. Alors l'ordre établi venait du patriarche. Alors le patriarche c'est qui? Le patriarche est une personne qui a un pouvoir de par son âge en fait, l'âge physique. Donc c'est l'ancien, c'est l'aîné. Le patriarche c'est la personne en fait dont il n'y a pas d'aîné au-dessus. En fait, il n'y a pas un aîné plus haut que cette personne qui est désignée patriarche. C'est vraiment la dernière personne de la lignée. Ça veut dire que donc, le grand-père, le dernier grand-père. Donc après ce grand-père, il n'y a pas un autre grand-père. C'est vraiment ce grand-père qui est le plus ancien de notre lignée ou de notre clan. Voilà comment était désigné en fait le patriarche. Au-dessus de lui, il n'y a pas un aîné. C'est lui vraiment l'aîné absolu dans un clan. Donc la femme Teke devait se référer à cette personne pour pouvoir tisser alliance conjugale, en fait, l'alliance matrimoniale. Pourquoi ce fait? Parce que cette personne avait une responsabilité également, c'était pour nous en fait l'ancêtre qui pouvait faire le canal entre les vivants et les ancêtres. Donc, on lui vouait en fait un respect de la connaissance de la vie, parce qu'il a tellement des notions que nous, qui venons après, c'est cette personne qui a côtoyé les ancêtres, en fait, qui sont partis au-delà. C'est cette personne qui a encore la connaissance des us et coutumes des ancêtres. Et donc, puisque cette personne a connaissance de toutes ces notions-là, la femme Teke vouait ce respect de l'ordre établi. C'est le sage, et c'est le sage en fait de notre clan. Donc, si le sage ou le patriarche avait décidé comme ça dans sa lignée, que les filles de sa lignée ou les femmes de sa lignée devaient partir en mariage ou devaient tisser alliance, il savait quel était le clan ou les clans qui pouvaient se mettre en symbiose, qui pouvaient se mettre en connexion avec lui, son clan. Donc,
le patriarche est cette dernière branche qui fait le lien entre les ancêtres et les vivants. C'est lui qui a la connaissance, ou elle qui a la connaissance, donc la dernière en âge physiologique. C'est elle qui peut vous dire la lignée de votre descendance. C'est elle qui peut vous dire la lignée de vos grands-mères ou de vos grands-pères ou des héritiers d'une certaine... de l'héritage familial en fait. C'est cette personne qui connaît encore, qui vient de par le lignage en fait du matriarcat, que ben après cette personne était ton oncle, après cet autre oncle en fait il y avait 3 filles, 3 sœurs issues de ta grand-mère, de ton ancêtre. Donc c'était la bibliothèque vivante en fait de chaque clan ou de chaque famille. Donc c'est celui-là qui savait par rapport à ce clan, mon clan se sentirait bien, mon clan et ce clan, il y a une possibilité de fertilité. Parce que, savez-vous, en fait, il faut reconnaître que si tu vas intégrer un autre clan, ou si on allait intégrer un autre clan, il pouvait y avoir des problèmes d'infertilité. Pourquoi? Parce que les sémences de l'autre clan ne peuvent pas, en fait, s'accoupler ou ne peuvent pas se connecter à la lignée d'un autre clan. Donc l'ancêtre, enfin pas l'ancêtre autant pour moi, le patriarche ou le sage, il savait que d'un clan issu, enfin d'une personne issue de ce clan et un autre issu de l'autre clan, s'ils se retrouvent en alliance de mariage, il n'y a pas de souci de fertilité, ils vont vraiment procréer dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, il n'y aurait pas de problème. Mais s'ils savaient que dans un clan voisin et l'autre, s'ils se mettaient en ménage, il devait y avoir des problèmes d'infertilité. Pourquoi? Peut-être il y a eu des alliances de sang où le sang pouvait faire référence de dire que attention, votre ancêtre ou arrière-ancêtre était allé en mariage dans ce clan-là. Donc si tu te permets d'aller te marier là-bas, tu risques, on va dire peut-être sur 100%, on pourrait avoir peut-être 2% de consanguinité. Donc, il savait faire le règne, il avait le contrôle sur le regard prénuptial. Le patriarche avait cette connaissance-là. Il avait ce contrôle. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'il avait pu acquérir durant l'évolution, durant l'affranchissement de sa maturité, voilà, pour acquérir cette sagesse qui est la sienne. Donc, il fallait se référer à cette personne-là. Donc, la femme Téké, avant d'aller en mariage, si l'ancien ou le sage n'était pas d'accord pour que tu ailles dans cette famille, le mariage ne pouvait pas avoir lieu. Et c'est pour ça, en fait, la femme Téké n'était pas maître de son choix en matière d'époux. Elle n'était pas maître en matière... Excusez-moi, encore des appels sur notre live. Vraiment, je suis désolée. Je vais rappeler, je vous prie de ne pas passer les appels sur cet appareil parce que nous sommes en live. Merci à vous. Donc, la femme Téké se référait au patriarche pour pouvoir choisir son époux. Et le patriarche avait le contrôle sur la vie prénuptiale et matrimoniale de son clan parce qu'il avait toutes ces connaissances-là. Il avait les notions, il avait un regard assez avancé sur les personnes qui étaient en dessous. Puisque c'était vraiment l'aîné de la famille, c'était lui qui pouvait régir les ascendants de toute une lignée, de tout un clan. Et il était en fait à la confluence des anciens, des ancêtres et du monde présent. Alors, la femme. La femme, si une femme respectait en fait toutes ces notions-là et tous ces codes établis par le patriarche, il était dit que cette femme en fait avait, elle était vertueuse et elle était également bénie par les ancêtres. Donc elle recevait en fait d'emblée toutes ces grâces-là parce qu'elle avait su écouter le patriarche, elle a su respecter l'ordre établi. Et lorsqu'une femme Téké respectait ces éléments-là, elle avait la bénédiction des ancêtres
et elle était vertueuse et elle était apte à un mariage, elle était apte, voilà, à seconder sa mère sur un autre village ou sur d'autres contrées. Donc, c'était vraiment important de respecter et d'honorer ces recommandations-là. Aujourd'hui, ça nous pèse, mais c'était vraiment des notions très, très essentielles pour la femme Téké. Je vous lirai tout à l'heure, je vais passer rapidement donc à notre exposé et après nous allons échanger et je me ferai le plaisir de lire vos écrits, mais allez-y, envoyez vos questions et vos connaissances pour que celles qui sont là ou ceux qui sont là puissent s'imprégner et également avoir connaissance. Donc moi je vais poursuivre la seconde partie comme je disais. Donc les us et coutumes de la femme Téké. La femme avait des codes bien identifiés en fait. Elle avait ces codes qui étaient bien indiqués. Il fallait qu'elle ait la maîtrise et la connaissance des végétaux comestibles. Il fallait également qu'elle ait la maîtrise de la transformation des cultures. Qu'elle ait également la maîtrise des codes vestimentaires, ce qui pourrait indiquer en fait à quelle étape en fait se retrouvait la femme. Parce qu'une femme, une jeune fille, une adolescente, on va dire, enfin un enfant, une adolescente et une jeune femme et également une épouse, nous n'avons pas les mêmes codes vestimentaires. Et ça, en pays Téké, dans nos traditions, cette notion existe. Une femme Téké devait avoir ces codes-là pour pouvoir évoluer et s'émouvoir dans sa société. Donc, il fallait qu'elle ait ses codes vestimentaires, il fallait également qu'elle ait ses codes et critères de beauté, qu'il fallait également pouvoir mettre en place de telle sorte qu'elle ne vienne pas à attirer des regards qui vont peut-être blesser ou enfreindre des étapes. Parce que si tu étais une femme, une jeune fille, tu ne pouvais pas t'accoutrer comme une adolescente. Alors, qui dit adolescente, en fait, c'est que quelque part tu es dans la cour des gamins. Et si un gamin vient à jouer ou te toucher ou te parler sans respect de ton grade, de la place que tu occupes dans la société, sur ton plan hiérarchique de la femme Téké, ce serait quelque part de ta faute parce que tu n'as pas respecté le code vestimentaire. Et également, au niveau de la coiffure, la femme Téké avait des codes. Alors, je suis en train d'émettre des notions. Je vous invite toujours à aller justement vous documenter. J'établis ici des grands plans, des grands points. Et pour vous, c'est aller chercher le détail. Aller chercher le détail. Pourquoi ces codes étaient indiqués à la femme Téké? Pourquoi ces notions étaient indiquées à la femme Téké? Mais c'était pour permettre l'affranchissement des différentes étapes. Il ne fallait pas brûler les étapes. Aujourd'hui, les jeunes filles vont brûler les étapes. Tu vas regarder, tu vas voir aujourd'hui dans la mondialisation, je vais dire, ou de nos jours, la jeune fille veut s'accoutrer aujourd'hui comme une femme de la trentaine, qui est aujourd'hui la jeune dame qui s'apprête à aller peut-être en mariage. Tu n'as que 16 ans. Tu n'as que 15 ans, mais tu vas aller t'accoutrer de manière à attirer le regard d'un homme déjà mature. Non. Un code vestimentaire, c'était toutes ces choses-là qui devaient régir la société, qui devaient régir la femme Téké dans sa place, qui devaient régir la place, la notion en fait hiérarchique. Les mini. Une femme qui devait mettre en fait sa robe ou son tissu de raffia, il y avait des codes couleurs dans le raffia. Un raffia neutre, un raffia blanc, un raffia teinté. Une certaine teinte pouvait dire, ben voilà, c'est une femme mariée. Un raffia d'une autre teinte pouvait dire, ben voilà, c'est une femme qui est déjà peut-être occupée, prête à aller en mariage. Ou alors une certaine teinte de raffia pouvait indiquer, ben voilà, c'est une femme veuve. Ou alors une certaine teinte sur le raffia indiquait également une femme déjà mature qui est, ou alors une personne sage. Donc, le code vestimentaire pouvait orienter l'homme vers qui pouvait aller demander ou faire la demande en mariage.
Une femme qui est déjà mariée, il ne peut pas aller parce que le code vestimentaire dit, ben voilà, le raffia rouge indique que c'est une femme qui est déjà mariée. Le raffia jaune ou blanc ou vierge dit, ben c'est une femme c'est une jeune fille. Donc, ces choses étaient vraiment là pour réglementer notre société, réglementer la femme dans la société. La coiffure également, une coiffure penchante, une coiffure haute, une coiffure, tout ça était vraiment inscrit dans les indications des codes de la femme Téké. Mais également le maquillage, mais également les scarifications. La scarification autrefois auprès de nos grands-mères. Vous verrez auprès de nos mamans, de nos grands-mères, elles ont souvent des balafres. Il y a celles qui portent souvent des carrés au niveau des joues. Il y a un carré vierge qui dit certainement une certaine notion. Donc, c'est une indication. Un carré avec une croix ou un trait ou deux traits devait signifier quelque chose également. Regardez bien auprès de nos mamans. Allez voir nos grands-mères. Elles avaient comme ça des balades, des scarifications. C'était des indications. C'était des codes de beauté. C'était des codes de disponibilité ou indisponibilité de la femme selon sa maturité dans la société. Donc, si tu voyais une femme avec un carré sur la joue, un carré vierge, peut-être c'est une femme qui était encore, qui n'était pas occupée. Et si tu voyais peut-être un carré, un trait dans le carré qu'elle portait sur la joue, vous pouvez dire, ben voilà, cette femme serait bientôt mariée. Et si elle avait un second trait qui venait faire une croix dans le carré, ben c'était peut-être la femme qui était déjà occupée en mariage. Allez regarder, observez nos grands-mères, observez nos mamans. La scarification était un signe de beauté. La scarification était également une indication sur la disponibilité ou l'indisponibilité de la femme à épouser ou pas, ou à faire la cour. Je lance également cette petite notion auprès de nos jeunes filles. Donc en langue téké pour la deuxième notion, les us et coutumes de la femme téké façon à la rocare. Waya ndekni mwana obri. Oya mindeki okaru ayi la bala. Oya mino okaru minato la bala. Ou bien oya mino okaru okuli. Me maligi mamfa. La rabo mpuru ya kuburi. Aka mpuru inchari. Inchari aka kini ya kuburi. Oya nji wa mwana kini obri. Ou bien okaru kini ongondo. Nga tala de la rinchari. Ya milega onguli. Aka milabo onguli kui. Wenji ou okaru bientôt à peut-être okaru a memena bala ou bien okaru a kini peut-être bientôt a yela bala. Donc mbula bala ka me kese esima bia mamfanchari mpuru ya laro kare mpuru ya kuburi okaru a kini yela bala ngi mpuru aka milare mpuru nchari ya aka milega angera couleur. Donc aka milega angera akama kui akama pi akama ba akama buni lera ya njo karwa liman impuru ya ngiri ma kui ya ngiri ma kuburi ya ngiri ma ba ya ngiri ma pio ya ngiri ma mesma bia jori o kara kande mana yebala o kara kande li okuli o kara kande kini wasara la bala ou bien o kara kini balangi. Donc mesma bia jori kampu ya brabe atege maras mantie brabe atege abalali aya indi wokari elime bunaye waya ise wokari wakini ya esima bala balangi ikini wobri mikina balandila ndaka mabana yele. Donc esima bia diori esima ba kari bali yidga brabebe mamantina kalante la tradition nguko ligenji wokini obri ndaka mfaya kubuga ya kui ya ngira kui galara parce que wonga wasamini balanda ya monope aya bra ya la ko okay wa yebala. Donc, on a de nos jours aujourd'hui, comme je disais quelque part, là, je reviens en français, les codes vestimentaires sont brûlés. Une jeune fille va s'habiller d'une certaine façon à attirer les regards des hommes matures. Et lorsqu'on va leur dire, voilà, c'est soit la pédophilie, l'homme est venu s'approcher, mais quelque part, attention, le code vestimentaire est important et c'est une notion que nous, femmes téké, nous avons respecté dans nos us et coutumes. Et également une femme mature. Tu étais obligé en fait de respecter l'ordre établi. Tu n'avais pas le droit comme ça d'aller te vêtir
de ton raffia blanc comme si c'était une femme en fait encore de toute disponibilité, alors que sachant que tu es peut-être une femme déjà prête à aller en mariage ou une femme promise ou mariée, tu ne pouvais pas venir te vêtir à ta place de raffia vierge et blanc, non immaculé. Tu suscitais en fait un regard et tu suscitais une curiosité. Et si l'homme venait voilà, te faire la cour, mais quelque part, on t'imputait le tort parce que ben, tu n'as pas porté un code vestimentaire qui t'est propre, qui t'est indiqué. Je peux le voir là, là, me faire dire, mais je mais quelque part, la notion, attention à ce que nous portons. Ce sont des codes. C'est soit tu appelles, c'est soit tu fermes, c'est soit tu ouvres. Tu fais appel. Ou tu dis non, respecte-moi. Mon rang, je suis aujourd'hui une femme, comment dire, promise. Bientôt, je vais en mariage. Donc, j'aborde un raffia de telle couleur. Je suis une femme mariée, j'aborde un raffia d'une autre couleur. Je suis une femme veuve, j'aborde également un raffia d'une certaine couleur. Donc, les codes vestimentaires étaient importants. Également, nos scarifications indiquaient également la femme jeune, la jeune fille autant pour moi, la femme épouse, la femme veuve et tout ça. Donc, bien, dans notre notion, dans la société traditionnelle de la femme teke. On avait des codes à respecter. Et une femme qui respectait toutes ces notions-là, qui respectait l'ordre établi, était dite vertueuse, était dite bénie de par ses ancêtres. Elle allait justement comme ça, d'une manière prospère dans ce qu'elle pouvait entreprendre. Voilà. Donc, également, la connaissance alimentaire. Donc, nous savons qu'en fait, l'alimentation a un rôle primaire, en fait, c'est la notion de bien-être. Et lorsque tu manges bien, qui dit le bien manger, en fait, c'est le bon rapport à la bonne santé. Qui se nourrit mal, en fait, va certainement avoir des carences sur le plan sanitaire. Donc, lorsque les parents étaient vraiment dans la notion culturelle, proprement dit, dans la tradition, il y avait également des indications sur des interdits. Des interdits qui touchaient l'alimentation de la femme teke. Il était interdit certains végétaux à des âges ou à des étapes de la maturité de la femme. La femme ne devait pas manger tel aliment, la femme ne devait pas manger tel produit de chasse ou de gibier, la femme ne devait pas manger tel denrée ou autre. On englobe. Pourquoi? Vous reconnaissez que je viens de dire en fait que l'alimentation était le premier carburant de notre santé. Alors, de cette notion, vous conviendrez que l'alimentation également nourrit nos cellules. L'alimentation épanouit nos cellules de l'intérieur. C'est elle qui va permettre la croissance. Un enfant qui n'est pas bien alimenté a une carence en fait de croissance. Pourquoi? Parce que c'est dû sur ces choses-là. Alors, nos grands-parents, lorsqu'on interdisait aux femmes de ne pas manger tel aliment, c'était quelque part bien notifié. Aujourd'hui, nous foulons ce regard avec mépris. Nous foulons ces interdictions avec mépris, mais force est de constater les mots qui minent la société aujourd'hui, les mots qui minent la femme teke aujourd'hui. Nous avons des myomes qui sont un fléau aujourd'hui au sein en général, hein, pour toute femme dans la société moderne aujourd'hui. Les femmes souffrent aujourd'hui à récurrence de myomes. Les femmes souffrent aujourd'hui de faiblesse de procréation. Donc la faiblesse, c'est dire lorsqu'on doit commencer à procréer, ça vient lentement, oui, ben ça fait tant de temps, ben j'essaie de mettre en marche une naissance, j'ai du mal, voilà, j'arrive pas à prendre un retard, et tout ça, mais il y a une lenteur en fait. Pourquoi? Parce que l'alimentation de ces interdits-là, en fait, il ne fallait pas franchir peut-être la maturité. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde même sur le plan basique, un enfant de 6 mois ou un enfant d'un jour à la naissance, on n'allait pas donner le manioc au bébé ou la purée de manioc.
L'enfant était nourri principalement de la tétée. C'était le lait maternel qui nourrissait. Donc ça devait quelque part faire avancer en fait chaque étape. Un aliment en fait doit s'arrimer avec l'âge. Un aliment doit s'arrimer avec ce que tu dois évoluer. L'alimentation solide, l'alimentation liquide, l'alimentation, peu importe. Donc, nos grands-mères savaient que peut-être de ces légumes-là, à cet âge, si la femme devait les consommer, ça devait comme ça favoriser peut-être son appareil génital, ou alors ça devait donner de la fertilité à la femme à cet âge de consommer ces légumes-là. Mais aujourd'hui, alors, je ne sais pas si on signale mon direct, hein. Si vous pouvez mettre les cœurs ou faire quelque chose, parce que là, il y a le direct il s'arrête, on le signale certainement. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, hein. C'est des choses qui sont propres à notre culture. Ce n'est pas de dire que la mondialisation est mauvaise, pas du tout, mais on essaie de se réapproprier quelque part nos connaissances. Donc, manger peut-être des légumes à l'âge de l'adolescence favorisait la procréation de la femme téké. Manger les aliments peut-être de chasse à tel âge pouvait susciter l'accouchement de manière assez facile, qu'il n'y ait pas de complications lors de la délivrance. Manger tel aliment devait susciter que on ait une bonne montée au niveau une montée lactéale pour que voilà, la maman ait beaucoup de lait pour nourrir son enfant. Et ou alors on devait interdire la maman de ne pas trop consommer les épices, parce que dans le sein l'enfant devait recevoir peut-être trop d'épices, et ce qui pouvait induire les coliques. L'enfant avait mal au ventre, l'enfant. Donc il y avait tellement des choses qui étaient vraiment bien régies. Donc nous foulons tout ça. Les miomes nous attaquent aujourd'hui. La femme téké n'est plus assez fertile comme autrefois. Nos mamans, c'était des femmes qui avaient des naissances, 12 enfants. Voilà, aujourd'hui, la femme téké a du mal. On retrouve aujourd'hui les femmes qui ont peut-être un enfant ou au trop 2 enfants. La femme téké, c'était à partir de 9, voilà une maman. Voilà une femme qui pouvait comme ça prolonger notre peuple, qui pouvait comme ça susciter encore le téké du futur. Même, parce que la manina est semekala. La manina est façon à l'idée, ambula kala. La semekala bi abesa brabe obi. Même si nous ne voulons pas avouer, mais il y avait vraiment des notions riches, il y avait des notions importantes sur notre bon développement. Il y avait des choses qui étaient vraiment importantes. Vous pensez que ces personnes-là se sont levées comme ça et mettre, comment dire, des interdictions bêtement sans avoir peut-être réfléchi? Non, il y avait des médecins, certainement à d'autres, de leur ancien temps. Les sages, lorsqu'on devait dire que la femme, au moment de l'accouchement, devait boire peut-être 1 litre de telle mixture de la plante pour que l'accouchement par voie basse se fasse tranquillement, sans encombre. Mais c'était des notions qui étaient réelles. Ce qui était interdit aujourd'hui, c'est compliqué. Tout est déréglé. Nous avons des mots qui n'existaient pas au temps de nos grands-mères. Nous avons des mots qui n'existaient pas au temps de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que nous avons foulé des interdictions de nos us et coutumes de la femme téké au pied. Okara kakini wobri ba pande esma be yeringi ubuni buni okara kini akakini kalani ba pande bilangi, parce que justement on respectait les choses. Mais aujourd'hui, avec l'avancée, enfin le monde moderne, on a un regard péjoratif sur nos ancêtres. On a un regard péjoratif sur notre culture. Tout n'est pas question que de comment vous dire ça, un regard méchant de sorcellerie, voilà. Tout n'est pas que sorcellerie dans notre culture. Tout n'est pas que sorcellerie dans notre
dans notre identité. Il y avait des choses qui étaient vraiment avérées. Lorsqu'on t'interdit aujourd'hui de manger tel aliment, c'est comme si on demandait à un bébé aujourd'hui de manger du solide alors qu'il n'est pas encore en âge de manger du solide. Il ne mange que des purées. Mais c'est brûler les étapes en fait. Dans la mondialisation, aujourd'hui, nous avons brûlé les étapes et aujourd'hui, nous nous plaignons des mots qui sont les nôtres. Nous nous plaignons des mots qui sont les nôtres. Les mots qui sont aujourd'hui de la nouvelle génération de la mondialisation. Mais Makaya Kali, nos choses d'avant, on les regarde avec mépris, on pense que tout est sorcellerie. Non, 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 tout n'était pas que sorcellerie dans notre culture. Tout n'était pas que notion de maléfisme en fait. Il y avait des choses sensées, des choses avérées. Okara asabungi mama paseke nja akari kini yeyele akokari kina mene ba sande sima bungi ba sade bugi ba sa paseke nde njo kini yemene mbarnda akula bana mbarnda yebala mena bela sande sima buno chocha mbarnda atobala ba njo bane bla na ala njo okari anga onkuma mema esima baligi yuga ankara kala ke no okari buga jangi buga sangi kasima kira sangi Brabe lubu ma mechuge lubu ya rasa ma mo cho kana me ma parce que anda kala la bangina mo magatege la ba shura mo magatege nga abuga ben mbeli ma brabe nga mbeli se le bunavuta esme kalabia magachuga lubu. Allons nous réapproprier notre identité, allons nous réapproprier nos us et coutumes, allons nous réapproprier notre culture. Il y avait des belles choses, et il y a toujours des belles choses dans ces notions-là. Nos codes vestimentaires, alimentaires et tout dans la société. La femme Téké est une femme de grande valeur, est une femme vertueuse, est une femme bénie. Esime blabe kala esima beve, landa ofulu amono, landa abuno asa, esima beve. Esima beve banana ligo kadra kulanga liga césarienne vala be molo ko lu liga c'est déjà un fléau au kadra ye césarienne au kadra ye césarienne kali boncha sha kali boncha la ya lan chege ali wanti ngo kadra césarienne no apido kemi apide lo mama muna ale nda njunga aside buni ani ndaka nya mwana pali fois fin esime kala liga ala nji esima bebe alors, on dit que la sorcellerie, au cadre de la bébé. Pourquoi aujourd'hui nous regardons en fait notre culture avec crainte? Pourquoi avons-nous peur de notre culture? Pourquoi avons-nous peur de notre culture? Il n'est nullement question de sorcellerie. Regardons à nos grands-mères, regardons à nos mamans. Comment est-ce qu'elles nous ont donné naissance? C'était à base de plantes, des végétaux comme ça, qu'elle allait bouillir, voilà, qu'elle allait boire tranquillement. Et bien voilà, si elle avait vraiment des règles douloureuses, elle savait quelle était la plante. Mais justement, la notion, lorsqu'on devait enseigner à la femme Téké la connaissance des végétaux, c'était la pharmacopée en fait des connaissances et des notions de la femme Téké, pour que plus tard, elle sache faire usage de tous ces végétaux pour répondre à bien et pallier au manquement. Blabel vous la faya isma bankara lungi wa yecha shoro anti no iyira gi munake wa mpawe o kare abiela so tata nde abiel man pa mwana aso o laga eli mwana barabila baraja blabel baraja isma ocha mama le nama isma babungu le nama esma lubu minda mine esma lubu esma de bingi ngokoro akoya mini wa sare esma bakala. Si nous souhaitons nous rééquilibrer, si nous souhaitons nous réaligner, nous réajuster, il est bon de prendre 50% du nouveau monde et garder les 50% de notre culture. Donc voilà, sur cette notion, notre live de la femme Téké dans la société traditionnelle, nous avons voilà jeté ces regards sur ce qui nous a vraiment permis d'être là aujourd'hui, parce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos ancêtres ont su respecter ces notions-là, ont su respecter ces indications, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui
les femmes que nous sommes, les enfants que nous sommes, le peuple téké que nous sommes, parce que ben, justement, ils ont permis que cette prolongation de nos ancêtres se fasse à l'ordre et de nos jours, et que nous aussi, en retour, nous avons le droit et le devoir de nous appliquer et transmettre ces éléments à nos enfants. C'est notre devoir. Nous sommes obligés de transmettre ces notions à nos enfants. Peuple téké, peuple fier, femme téké, femme vertueuse, femme forte, femme de grande valeur. Voilà, la velabé, abo bakar la kuribe, donc brabel boulao, mais c'est ma beau car au tege, au car au angele, au car au ve. Et de là, la femme téké pouvait vraiment comme ça aller sans crainte de se dire un jour elle ne sera pas traitée d'infertilité parce qu'elle avait respecté toutes ces notions-là. Elle avait connaissance de ses codes vestimentaires, elle avait connaissance de ses codes de beauté, elle avait connaissance de toutes ces notions-là. Et prête à elle à partir justement en mariage. Donc, je vais introduire notre futur live, notre prochain live. Donc, ce serait d'identifier ce serait d'identifier les différents mariages au Bali. Donc, réflexion, recherche, je vous demande, voilà, durant la semaine à venir, allez chercher ces notions-là. C'est la continuité donc de notre live, c'est la continuité de nos connaissances, de notre culture. Les maillons, les uns après les autres, vont s'emboîter pour voilà, redresser cette chaîne, la chaîne du peuple téké, la chaîne de qui nous sommes, voilà, pour transmettre un meilleur flambeau, pour transmettre un bel héritage à nos enfants. Donc, la réflexion prochaine, la réflexion du live à venir, les différents mariages au Bali. Donc, c'est énorme, allez chercher et demandez à vos tantes, vos oncles, c'est quoi, quelles sont les connaissances des différents mariages en au Bali. Donc, ce soir, c'était notre 11e live. Donc, mes salutations à ma famille, donc à mes clans, mon clan paternel, Membigabe, Asin Jome, Asi Atarame, ba Kankeni, Atarame, Bangambui, donc Kankeni ka Atarame, Anjo, Njo, Nkarame, o Kare, non, Inkarame, Ngurame, Ouattara, Asirankeni. Maintenant, Ngambui, Mambigabe, Be, Ataraba Tarame. Donc, Mindalabe. Donc, Asinjome, ma menkini. Asirankeni, Katarame. Asingambui, Katarame. Ungubla Tara, Bakuli Tarame. Kafinde. Mimbiga sebe, Asinjome Banko Nanguru, Be Asi, Ikini. Kini la nkarame la kare mimbirabe asi lekla atara banguame ankarame mimbigebe ngame brase e bale ba mo ba kimi bali moko wa brabe mambirasi ka asim komo mambirasi mpani mambirasi otari mambirasi luri mambirasi komo mambirasi mbuli mambirasi ndia mambirasi mbuma mambirasi mpumi Mambirasi kantaba, mambirasi umbui, bayayi enkinebo, latuma menkinebe, mimbirabe, makima brabe. Et donc brabe, il a éve, walou, michoua ngabe. La vela kuribe a reine, à princesse à roi, princesse Bateke, Adeline de Pilion, mambirabe. Nous allons donc nous quitter toujours sur notre folklore. Notre 11e live prend fin, mais nous allons continuer à échanger à travers le forum écrit. Donc, je vais maintenant prendre ces quelques instants pour pouvoir lire voilà, vos commentaires. Effectivement, donc la merveilleuse bien-aimée nous dit à cette époque, puisque la femme téké avait un respect alimentaire, à cette époque, elles étaient très fines et élégantes.
aujourd'hui, on a, comment dire, le fléau de l'obésité qui est en train, en fait, d'influencer la femme teke. Aujourd'hui, quand c'est la mondialisation d'Yarba hier, oh, les gens redeviennent aujourd'hui des végétaliens ou des végétariens. Mais la femme teke, en fait, avait ces notions, elle savait mixer entre un repas complètement végétal ou alors un repas complètement source de protéines, donc de viande et de poisson. On mixait en fait. Nous souffrons de l'obésité. Pourquoi? Parce que, on a encore jeté en pâture, en fait, les codes qui étaient les nôtres, en fait. Sans respect, sans regard de toutes ces choses-là. Il y a la malbouffe. Il n'y avait pas de malbouffe effectivement à cette époque-là parce que les personnes mangeaient de la fraîcheur. Donc la pêche était faite du jour, la nourriture était consommée, le gibier était du jour, était consommé, la cueillette était du jour, était consommée, comment on appelle, les légumes étaient du jour, étaient consommés. Il y avait vraiment, c'était pur, c'était bio, tout était vraiment équilibré. Donc l'organisme était vraiment en phase en fait l'évolution de notre nature. Il n'y avait pas ces mots aujourd'hui que nous allons manger des choses presque avariées, une viande ou un poisson qui a fait presque 2 ans dans le congélateur auprès d'un commerçant. Qu'est-ce que tu vas en tirer en fait? Puisque l'alimentation est vraiment le premier plan de bonne santé. Et lorsque nous ingurgitons ces choses qui n'ont plus de valeur en fait énergétique ou alors de santé, on prend quoi? Tous ces cancers qu'on voit aujourd'hui, choses qui n'étaient pas sues et connues et subies par nos grands-mères. L'infertilité, il y a tellement de mots, il y a tellement de mots. Nous allons continuer justement dans le forum, nous allons voilà, échanger. Je vais vous rejoindre en écrit, l'Aqaba, partagez le live pour édifier nos enfants, partagez le live pour édifier nos sœurs. C'est vraiment notre histoire, c'est vraiment notre culture. Et voilà. La belle abeille, merci, merci. Cour royale Princesse Bateke est honorée encore de votre présence. Et merci de m'avoir accordé de votre temps. Et donc, rendez-vous au dimanche prochain et allez faire des recherches sur les différents mariages au Bali. Cela sera notre thème du prochain live. Donc, merci, merci, merci. Partagez, partagez. À dimanche prochain. Merci, merci d'être venus. Nombreux et nombreuses. La belle abeille. Merci. Cour royale Princesse Bateke qui vous souhaite un excellent dimanche et un bon début de semaine à venir. Voilà. Soyez édifiés, allez vous nourrir, réapproprions-nous notre héritage, réapproprions-nous notre identité. Voilà, la femme Teke, le peuple Teke, fier. Voilà, cultivez ces connaissances-là. Informez-vous et venez partager. Voilà, j'invite toujours les personnes qui ont des connaissances. La plateforme est vraiment faite pour nous tous et pour tous. Celle ou celui qui a la connaissance sur ces notions-là, venez compléter. Je ne suis pas détentrice de l'histoire Teke. Je ne suis pas détentrice de l'histoire de la femme Teke, mais je suis là en fait pour susciter le désir et la soif pour que nous puissions regarder de plus près ce qui est à nous, notre héritage, notre culture, notre histoire. Ne délaissons pas ces éléments-là à la portée d'autrui et que d'autres viennent faire en fait nous traduire ou nous faire savoir ces notions-là. C'est à nous de nous-mêmes nous approprier, les connaître et en faire bon usage. Voilà. Cour royale Princesse Bateke, Princesse Adib de Pilio, Mampabe, la Velabe, la Kouribé, la Velabe, la Yubé. Merci à vous.
la kabalaze, eli bana bayura, esima ba blabe, eli bana bayura, anjoyima blabe, eli bana baya, esima ba sokaru otege, se tu babeya, eli bana asa, esima bagalisa, anguwa kala, akara kala, blabe la kini. Blabela li, au carreau tege kini mambura, au carreau tega yela bulu, au carreau tege kina sesima, blabela limancini. Quand il y a blabé, pour royale princesse Bakeke, le royaume Teke est à l'honneur avec le chant de la cour du roi Ngampio. Bonsoir, bonsoir, la Belabé, la Ibé, merci à vous, Lydie Asunga, Martine Opénégué, Alex Dubois, merci, la merveilleuse bien-aimée, merci, Ruth Villeneuve, merci, Paï Aïcha, merci, Donna Emeline, merci, Chris Urs, merci, Corinne Balegjo, merci. Lunel Okuyi, merci. Perpétue Ngwe, merci. Marie-Clarisse Abaradi, merci. Voilà, donc Blabé, la Bounoara, mais Sima Babeya. Donc, Bela Kavi, Bela Tue, la Bourangine, Blabé, une derrière Blabé à Kavi, la Bela Kourabé, mon roi Fridolin Ondunga, merci d'être venu, voilà, partager ces notions de la femme tété. Marianne Atala, merci d'être venu partager les notions de notre peuple. Poulissi Savour, merci d'être venu, voilà, partager avec nous. Merci. Le peuple téké est fort, le peuple téké est digne. Donc que tu sois téké du Gabon, que tu sois téké du Congo-Brazza, que tu sois téké du Zaïre, Kinshasa, que tu sois téké de la RDC. Donc le peuple téké, voilà, était sur cette zone-là. Donc la Centrafrique, le Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Donc les tékés, on les retrouve sur cette zone-là. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple digne, nous avons hérité de notre royaume téké. Allons remanifier, allons remettre ce royaume en valeur. Il faut vraiment chanter, il faut remettre ce royaume dans ses lettres de noblesse, pour que le peuple téké soit toujours à l'ordre du jour. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les châteaux ici en Occident, on parle toujours des rois, les rois premiers, François Ier, François II. On visite même encore ces châteaux-là qui font office aujourd'hui des musées à visiter. Pourquoi pas aller un jour nous-mêmes visiter notre royaume, la cour où était basé le royaume téké, en Gambé. Pourquoi ne pas aller visiter un jour Ngambé, voir vraiment nos rois et nos reines ont vraiment exercé ce pouvoir. C'est une curiosité. Nous aussi, nous pouvons faire valoir notre royaume. Il est peut-être, voilà, il est peut-être plus, comme les rois et les reines aujourd'hui, nous avons des républiques, certes, mais la république est telle que la France, il y a la République française, mais n'empêche que leurs châteaux sont toujours d'actualité. Les gens vont visiter les châteaux, ça devient des musées. Et on parle encore, et on en parle encore, les rois qui ont succédé au trône, les reines qui ont succédé à la cour. Il faut vraiment remanifier, il faut remettre les lettres de noblesse à notre cour. Le royaume téké, il a le droit, il a besoin de nous. Il a besoin d'exister à travers nous. Nous, la descendance des rois téké, nous les reines et princesses téké. Il faut refaire vivre ce royaume-là. Ce royaume a besoin de nous pour réexister. Ce royaume a besoin de nous pour retrouver sa valeur. Ce royaume a besoin de nous pour retrouver sa lumière.
Soyons des ambassadeurs et des ambassadrices de notre royaume, le royaume Téké. Parlons de son royaume à nos enfants, pour que eux demain ils parlent aussi à leurs enfants et à leurs enfants du royaume Téké. C'est pas un royaume mort, c'est un royaume qui existe encore. Il est en Gambé. Nous avons encore la reine Galefuru qui est là. Nous avons le roi, le Nko Ngampio qui est toujours en place. Allons visiter notre royaume, allons visiter notre cour royale. Comme nous visitons ici à l'Europe, en Occident, les châteaux des rois et reines, des enfants. Allons visiter, allons porter la lumière à notre royaume. Téké. Sur ce, à vous la même, partagez. À dimanche prochain. Merci, merci. Cour royale, princesse Batéké, Adélie depuis Lyon. Princesse Batéké, la Belle Abbé.